Bonjour à tous, Smart Tech dans un nouveau studio, nouveau décor, mais on ne change pas les incontournables. On va passer 28 minutes ensemble pour débriefer les actus de la tech, les sujets et les débriefeurs. Je vous les présente juste après ça. Vous regardez Smart Tech et c'est le jour du débrief. On va commenter l'actualité aujourd'hui autour de la table. Dorothée Descrops, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale d'Exatrust, qui est le groupement des champions français dans le domaine de la cybersécurité et du cloud de confiance. En face de vous, le disrupteur Alain Staron. Bonjour Alain, président d'Artifil, start-up qui réinvente forcément la sécurité des infrastructures physiques. Et puis avec nous également Maître Louis Soris. Bonjour. Bonjour. Maître, avocat fondateur du cabinet Soris Avocat. On va parler ensemble de Meta. Meta et son équipe super intelligente, avec aussi cette stratégie d'intelligence artificielle d'Apple qui pose question, et puis l'IA qui était bien évidemment la superstar à Vivatech. On va s'intéresser aussi à l'actu cyber. Il y a eu cette panne SFR, mais on va regarder aussi surtout ce qui se passe du côté du projet de loi résilience et de l'Union européenne qui a adopté un cadre de gestion de crise. Mais on commence avec les annonces dans le quantique, parce qu'elles ont été nombreuses et importantes. On va s'arrêter sur l'une d'entre elles. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a clôturé l'événement France Quantum à Station F. Et il a annoncé à cette occasion la création d'un campus quantique défense. Alors, pour lancer la discussion, on est déjà connecté avec Marc Kaplan. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes docteur en informatique avec des travaux de recherche majeurs en cryptographie quantique. Vous êtes le dirigeant fondateur de VeriCloud qui développe une solution justement de cryptographie quantique pour sécuriser les données face à ces nouvelles menaces qui arrivent demain. Déjà, je voulais avoir peut-être en plateau déjà les débriefeurs avant de vous lancer, Marc, sur ce sujet que vous maîtrisez très bien. Mais vous, quand vous entendez création d'un nouveau campus, un campus quantique défense, vous dites quoi? Super ou oh là là, un campus de plus? Petit tour de table rapide, hein. Alain? Ça dépend de ce qu'on met derrière campus. En revanche, derrière quantique, oui. Faut pas D'accord. hésiter. Bon, Dorothée? Les campus cyber, par exemple, et Paris Santé Campus sont déjà deux beaux exemples qui accompagnent l'écosystème, donc pourquoi pas? Ok. Il Oui. faut effectivement que ça soit suivi des effets d'annonce, puisque effectivement le quantique nécessite beaucoup d'investissements, peut-être encore davantage de ce qui a été annoncé. Donc effectivement, il y a beaucoup d'argent qui a déjà été mis sur la table, mais il va falloir redoubler d'efforts, parce que nos amis, les Américains, les Chinois, mettent beaucoup d'argent, et je pense que on va devoir être à la hauteur au niveau français et par ailleurs au niveau européen, puisque je pense que l'échelle européenne est aussi une échelle très intéressante sur ces sujets majeurs. Ouais. Alors là, pour l'instant, donc, on est sur un campus français, on est sur un campus défense. Quelle est votre réaction, vous, Marc Kaplan, à cette annonce? Alors, je pense que le ministère des Armées, ici, est dans son rôle qui vise essentiellement à accélérer le passage de la recherche académique à des applications. L'idée de structurer ça au sein d'un campus, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que ça permet, je pense qu'il faut être honnête, on ne pourra jamais mettre autant d'argent que les Américains sur la table, sur un sujet qui en nécessite beaucoup, mais ça permet de trouver des alignements en rapprochant un peu tous les acteurs, en les mettant au même endroit, en les faisant interagir les uns avec les autres. Donc dans cet esprit-là, oui, je pense que le campus, c'est d'une part une bonne idée, et en plus piloté par le ministère des Armées. Ça fait partie de ces outils de gestion justement de l'innovation que le ministère des Armées met en place depuis quelques années, depuis la création de l'AID essentiellement, qui permet, on a pu voir effectivement des accélérations dans le passage, disons, du laboratoire au terrain. Alors, c'est vrai qu'à la différence du campus cyber, par exemple, qui ne dépend pas d'un ministère du tout, directement, et tout ça, ça donne une mission peut-être plus claire aussi au campus. C'est important d'avoir des grandes lignes, des grandes missions. Oui, c'est très important d'avoir une stratégie et la filière attend la stratégie nationale d'accélération cyber qui devrait arriver au mois de juillet. Le campus est un outil hybride où il y a effectivement le public et le privé. Certains ministères sont présents au campus tous les jours. Donc effectivement, c'est à l'image de ce nouveau campus qui pourrait se dessiner, c'est effectivement important de faire travailler les écosystèmes, qu'ils soient académiques, privés, publics, et de passer effectivement de la logique de la recherche jusqu'à l'application terrain. Alors, le ministre, quand il a fait sa présentation, il nous a dit attention, ça va secouer le quantique en matière militaire. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va secouer?
J'imagine que ce qu'il veut dire par là, c'est en termes d'application, effectivement, comme ce qu'on a pu voir avec l'intelligence artificielle, le quantique devrait avoir des impacts aussi importants. Je suis d'accord avec ça, oui. Néanmoins, on parle quand même de choses qui se passent sur un temps long et qu'on peut anticiper tant qu'on continue à faire justement travailler ensemble des acteurs du monde académique qui, eux, ont cette vision à très long terme, des grands groupes et des startups. Tant que tout le monde travaille ensemble, on peut quand même anticiper des choses qui se passent sur un temps très long et pas se laisser surprendre. Évidemment, c'est ça qu'on veut éviter, c'est de se laisser surprendre et de voir des nouvelles annonces, un peu comme on a pu voir avec l'intelligence artificielle générative il y a quelques années. Ouais. Alors, moi, ça m'a aussi interpellée sur le fait que finalement, la stratégie quantique va être portée par le sujet de la défense, par le militaire. Quel signal ça donne? Enfin, je ne sais pas, Marc Kaplan, quel est votre regard là-dessus? C'est un bon accélérateur ou c'est toutes les forces finalement, y compris peut-être de financement, hein, vont être centrées sur ce sujet et ça peut être un peu dommage? Ouais, je vais vous donner une réponse qui n'est pas très satisfaisante. Ça peut être un peu dommage. Effectivement, le fait de structurer l'écosystème, c'est très important parce que ça peut, dans une certaine mesure, pallier à ce manque de financement qui peut exister en France. Néanmoins, on prend le risque, effectivement, que s'il y a une seule finalité désignée pour toutes ces entreprises, pour tous les gens du domaine, tout le monde se mette à copier tout le monde, là où on a besoin, en fait, au-delà de l'innovation, on a aussi besoin de créativité, de gens qui vont tester des nouvelles choses. Donc c'est un peu le risque qu'on prend. Après, bon, en France, on est habitué toujours à voir des choses un peu hybrides, c'est-à-dire qu'on favorise à la fois quelque chose de très élitiste et puis en même temps quelque chose de créatif. Voilà, on est dans une superposition comme la superposition quantique, effectivement. Ah bah vous êtes à fond sur votre sujet là, Marc. Complètement. Je vois Alain qui... De la tête. Oui, En fait, je exactement, suis qui n'est tout pas à fait- d'accord, quoi, en fait. En fait, moi, depuis longtemps, je constate que les programmes de la défense sont ceux qui portent beaucoup d'innovations. Et surtout Ok. les innovations dans le domaine fondamental. Donc, il s'agit là du hardware, de la deep tech. Donc, l'intérêt d'avoir... Il y a plusieurs intérêts à avoir la défense derrière. La première, c'est que effectivement, on est aligné sur un objectif, mais de tout temps, la guerre, les armes, c'est un objectif qui porte de l'innovation. Je veux dire, vous étiez tous panés, mais quand on a développé le laser disque, la diode bleue, ou quand on a obtenu la diode bleue, parce qu'il y avait Reagan qui avait fait le bouclier, le bouclier la guerre des étoiles, là, le bouclier des étoiles. Donc il y a plein de retombées grand public à des programmes militaires ou associés. C'est-à-dire, le spatial, pour moi, c'est comme le militaire. D'ailleurs, Ça donne une coloration. L'Internet, Exactement. Exactement. Des applications militaires. Donc, c'est excellent que ce soit la défense. Excellent. Ça donne une coloration quand même. Hein, Non, cette la technologie. seule coloration que ça donne, c'est on sera le plus performant possible, on ira le plus loin possible. Il n'y a pas d'autre coloration, puisque tout ce que vous regardez au quotidien, votre micro-ondes, vous savez d'où il vient? Des radars de la Deuxième Guerre mondiale, des radars de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait, quelque part, la beauté de la défense, d'abord, c'est le temps long. Hein, le programme d'un Mirage ou d'un Rafale, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais sûrement très très longtemps. Donc, ça s'inscrit bien en termes de temporalité. C'est un ministère qui sait travailler sur le temps long. C'est un ministère qui a des exigences de folie. Et donc, c'est un ministère qui va être capable de faire travailler des programmes pour aller le plus loin possible. Le drawback, la conséquence négative de ça, c'est que la France n'a clairement pas les moyens toute seule. Et donc, si le ministère de la Défense français adoube ce programme-là, il va falloir qu'on s'entende avec le ministère de la Défense des autres pays d'Europe. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors moi, je voulais profiter d'avoir un expert du quantique pour comprendre des trucs. Alors notamment, là, le ministre Sébastien Lecornu nous dit, alors c'est en ce moment qu'on est en train de travailler, là, de définir ce à quoi va ressembler le successeur du porte-avions Charles de Gaulle ou le Rafale. Donc il ne faut pas prendre de retard et tout ça. Et notamment, il faut qu'on embarque de manière incrémentale ces capteurs décisifs. De quels capteurs quantiques parle-t-il? De quoi s'agit-il? Expliquez-nous. J'imagine que ce dont il parle, c'est des capteurs de type gravimètre. Bon, les capteurs quantiques en général, ce sont des capteurs qui, comme le nom l'indique, vont utiliser les propriétés de la physique quantique pour avoir une précision supérieure. Physiquement, ça utilise les mêmes principes que l'ordinateur quantique ou les réseaux de communication quantique. Donc tout ça, la physique qui est derrière est la même.
En revanche, d'un point de vue innovation strictement, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux de maturité. On sait que l'ordinateur quantique, ça reste encore du très long terme. Ouais. Là où, par exemple, dans le domaine des capteurs, on avait une société, Muquans, qui fabriquait justement des gravimètres quantiques, qui aujourd'hui a intégré le groupe Exane, un groupe français. Donc on est sur des choses qui sont au contraire déjà matures et prêtes à être déployées parce que le niveau de contrôle qu'on a besoin sur les atomes, en l'occurrence, est beaucoup moins élevé, moins important. Donc ça, c'est voilà, le niveau de maturité technologique. Après, à quoi ça sert? Ça permet d'avoir des niveaux de précision dans la mesure qu'effectue le capteur qui est très largement, enfin qui est plusieurs ordres de grandeur supérieurs à ce qu'on a avec des capteurs classiques. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, je précise que vous répondez aussi à une grande interview dans les grands dossiers de diplomatie, dans son numéro 86. Vous répondez à cette question de la France a-t-elle une carte à jouer dans la course au quantique? Alors, vous dites d'ailleurs qu'on a l'excellence académique, mais ça, on l'entend tellement dans la tech. Mais pour alors, tout ce qui est phase commerciale, financement, il y a encore du chemin à faire, bien évidemment. En tout cas, j'invite à lire votre interview dans les grands dossiers de diplomatie. Je voulais vous faire réagir parce que Alain nous dit c'est super, la défense est porteur d'innovation et finalement, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, ça vient de là. Très bien. Il y a un autre point, c'est la question de la souveraineté. Parce que quand on parle de défense, on est vraiment sur des technologies critiques où il faut absolument qu'on garde la main sur ces technologies. Et là, je voulais vous faire réagir là-dessus. Est-ce que c'est un modèle qu'on devrait avoir sur l'ensemble de nos technologies, par exemple sur la cybersécurité? Est-ce qu'il faudrait s'adosser à une stratégie de défense pour pouvoir vraiment mettre l'accent et accélérer sur la partie autonomie, indépendance technologique? Oui, aujourd'hui, tout le démontre, enfin, les débats qu'on a déjà depuis de nombreuses années, mais l'accélération, ce qu'on a vu, la perte de notre souveraineté au niveau industriel, qu'on a pu observer au moment du Covid et aujourd'hui, la semaine dernière, lors du Conseil des ministres, il y a une communication sur la souveraineté numérique faite par les ministres qui, aujourd'hui, mettent sur la table la préférence européenne dans les achats à la fois publics, dans les achats privés, également sur les citoyens. Néanmoins, une fois qu'on l'a dit, il va falloir le décliner dans des textes, il va falloir le faire de façon prescriptrice, il va falloir trouver des axes aussi pour que les acheteurs considèrent non seulement l'industrie française et européenne comme des champions, qu'ils sont pour certains d'entre eux, ce sont des leaders, et il ne faut pas les acheter juste parce qu'ils sont européens, que ça soutient nos finances publiques, ça soutient l'industrie, mais aussi parce qu'ils ont des très belles technos. Et il faut qu'on arrête ce French bashing, de toujours se dire, il y a des grands hyperscalers américains, et ils sont très doués, et on ne peut pas leur enlever ça. Néanmoins, nous avons nous-mêmes des très belles pépites, des ETI, et il faut les accompagner pour aller passer à l'échelle. Et effectivement, il faut infuser de la souveraineté, mais que ce soit pour le numérique, que ce soit pour l'industrie alimentaire. Et effectivement, le fait que le ministère des Armées ait un rôle de logisticien, ce sont les plus grands logisticiens qu'on a à notre disposition. Donc s'ils emmènent toutes des technos, des industries, ils aideront également le monde civil à passer à l'échelle, indéniablement. Cyrus, vous vouliez Oui, réagir? juste pour rebondir à ce que vous disiez, les Américains, effectivement, ont de super boîtes, mais généralement, ils le font aussi avec nos talents français. C'est ça. Et donc, il y a un enjeu pour nous de retenir ces talents français. Oui. Il y a un enjeu pour nous aussi de créer le marché. Et je vois qu'effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs privés qu'il faut encourager, qui se sont positionnés sur le quantique. Il y a CMA, CGM, Renault et tout un tas de grands groupes. Et je pense qu'effectivement, ils ont un rôle à jouer pour créer des POC et ensuite créer le marché, puisqu'effectivement, les applications du quantique, c'est sur un temps plus ou moins long. Donc c'est bien d'avoir l'armée pour la grande stratégie, la grande vision, leur stabilité. Et puis c'est bien aussi que ça prenne suite avec les grands groupes français qui vont soutenir les startups qui sont excellentes, qui ont d'excellents talents, qui sont français. Et donc, je pense qu'il faut y aller à fond. Et une dernière chose, Oui. je trouve déjà que le fait d'utiliser le terme souveraineté, qui était il y a quelques années parfois un gros mot, c'est déjà une bonne chose et beaucoup plus de Ça reste personnes en parlent. compliqué, Et c'est une bonne chose. Mais au moins, on arrive à en parler de manière positive. Ça reste compliqué. Je voulais juste qu'on libère Marc Kaplan, qui a du travail, parce que lui, justement, il a une boîte dans le quantique française et qu'on a envie de soutenir. Donc, merci beaucoup pour vos éclairages, Marc Kaplan. Je rappelle que vous êtes à la tête de Very Cloud. Oui, Alain. pour aller dans Merci le à même tous. sens, la guerre finalement n'est plus qu'une guerre de champ de bataille.
Ouais. Elle est beaucoup plus large que ça. Et il faut enfin qu'on appelle guerre économique. Il ne faut pas sous-estimer le mot guerre dans guerre économique. On a tous dit qu'effectivement, on était en train de se faire vassaliser. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est l'Europe et pas la France qui s'en sortira. Mais c'est une guerre. C'est une guerre. Et il y va de la liberté. Parce que si on n'a pas de moyens, on n'est plus libre à la fin des fins de nos populations européennes. Alors, on va passer à un sujet peut-être plus léger. Je ne sais pas encore que l'intelligence artificielle, superstar de Vivatech. Ouais, c'est pas la guerre, là. Il y avait à boire et à manger. Hein. Alors, ça s'est passé comment, ce Vivatech alors? Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve qu'il y a eu un saut quantitatif et qualitatif par Un rapport à saut l'année dernière. quantique. Je ne vais pas jusque-là. J'ai pas encore vu. Mais d'une part, en nombre de visiteurs étrangers et en niveau des interlocuteurs, j'ai jamais fait un aussi bon Non, Vivatech c'est de vrai ma que vie. c'était une super édition. Ouais. Alors, je voulais quand même surtout vous faire réagir à l'annonce de Meta, qui ne s'est pas passée à Vivatech, mais enfin qui concerne quand même l'IA, hein, puisque visiblement, ils sont prêts à monter une équipe super intelligente, entre guillemets. Oui. En tout cas, c'est un article du New York Times qui nous a éclairé sur la création d'un laboratoire de recherche qui serait créé à cette IA super intelligente. Est-ce que ça passe par la prise de participation quand même importante dans Scale AI? Sans doute, hein, 14,3 milliards de dollars sont mis sur la table par Meta, ce qui lui permet d'acquérir 49% du capital et surtout s'adjoindre les services d'Alexander Wang, qui pourrait être à la tête de cette IA intelligente. C'était intéressant parce que je refais le lien avec Vivatech, parce qu'à Vivatech, on a posé la question à Yann Lequin, qui est le patron de FAIR, hein, le laboratoire d'IA chez Meta, sur l'IA super intelligente. Lui, il préfère parler de spécialisation des IA. Voilà, pour lui, c'est pour ça qu'on a fait l'informatique, c'est pour ça qu'on crée les IA, c'est pour qu'elles soient super bonnes à des tâches qu'on n'a surtout plus envie de faire, en fait. Comment est-ce que vous percevez à la fois ce discours de bond technologique et en même temps d'intention peut-être marketing, de nous faire croire que demain, il y aura des IA super intelligentes? Ça vous fait peur? Ça ne vous inquiète pas plus que ça, Louis Soris? Non, moi ça m'inquiète pas plus que ça. Déjà en tant qu'avocat au quotidien, on le voit qu'il y a beaucoup de tâches qu'on fait et qu'on ne fera plus demain et qu'on fait déjà de moins en moins. Et Donc, que vous ne regrettez pas? non, on ne regrette pas. Il y a juste, mais ça c'est plus pour ma profession et c'est peut-être en dehors du sujet, mais on se rend compte que la valeur ajoutée de l'avocat conseil et stratège, bah, c'est ça qui devient la clé. On n'a Ouais. plus le monopole du savoir, on n'a plus le monopole de l'acte. Maintenant, on a le monopole. Je ne sais pas si c'est un monopole, mais en tout cas, on sera la personne qui sera la bonne personne pour accompagner les personnes dans le process, leur enlever de la charge mentale et être les bons stratèges. Et donc, c'est ça l'avocat de demain. Et moi, j'ai pas peur de ça. Au contraire, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Et donc, je l'accueille avec joie. Alors, je voulais quand même aussi interroger l'avocat sur la possibilité, parce que on se dit, tiens, il est en train finalement d'adopter une démarche qui ressemble à celle qu'a utilisée Microsoft avec OpenAI. Est-ce que ça peut leur éviter des procès pour situation monopolistique? Est-ce qu'ils peuvent éviter en fait de se retrouver face aux autorités de concurrence C'est en clairement prenant des participations à 49%? C'est clairement une stratégie juridique, puisque s'ils avaient fait une offre d'achat de l'intégralité de la société, ils auraient eu l'obligation de passer devant l'antitrust, et il y aurait eu de grandes chances, comme sur de nombreux dossiers récemment, qu'ils soient retoqués pour une position monopolistique. Ouais. Donc c'est pour ça ils l'ont fait comme ça. Maintenant, est-ce que la jurisprudence va venir considérer qu'effectivement, on considère que c'est une acquisition claire et nette, parce que derrière, quand on le sait dans la documentation juridique, il y a effectivement l'achat de 49% des parts, mais il y a un super pacte d'actionnaires qui va leur expliquer la façon dont ça va marcher après, l'exclusivité, les personnes avec qui ils vont pouvoir bosser, avec qui ils vont pas pouvoir bosser, ce qu'ils vont devoir faire avec les droits de veto, etc. Donc il faut bien se rendre compte que tout cela sera examiné au peigne fin et qu'on aura une jurisprudence qui va nous dire prochainement si cette stratégie juridique Prochainement, vous êtes fonctionne. peut-être un petit peu optimiste, parce que parfois c'est un temps long, hein, celui de la justice. Oui, mais ils peuvent se mobiliser assez vite, mais en tout cas, on aura quelques informations prochaines. Ce qui va aller plus vite, Alors. c'est les autres clients de Scale AI. Eux, ils vont pas attendre. C'est-à-dire Google, Microsoft et tous les autres qui utilisent les services de Scale AI, avec un Meta à 49% du capital, ils ont bien compris qu'ils ouvraient leur cahier à Meta, dont ils sont quand même un peu concurrents. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est... Parce que fait Scale AI, on l'a peut-être pas précisé, hein, mais en fait, ils affinent et ils qualifient en fait toutes les données qui sont essentielles pour faire tourner Ils permettent de nourrir des modèles. Voilà. Ils permettent de nourrir des modèles, et apparemment, c'est parmi les plus forts. Mais
du coup, on leur donne tout le monde leur donne tous les modèles et des nouvelles qualifiées. Bah, donc, du coup, Scalier a accès à l'ensemble des informations. Donc, c'est extrêmement grave. Je pense qu'ils le savaient parce que, à mon avis, ils n'achètent pas les contrats quand ils achètent les 49% à 14 milliards. Ils achètent surtout l'équipe et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disaient que. Oui, non, mais sauf que l'effet collatéral, c'est que des contrats, ils sont là et avec pas des petits. Et donc, il y en a. Google a dit enfin, il sort progressivement. Microsoft, je crois qu'il dit qu'il sortait d'un coup. Enfin, il faut regarder, mais donc du coup, ils vont avoir besoin, tous ces gens-là, d'avoir une alternative à Scalea. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est dans un premier temps, il y a des groupes qui vont se trouver à la rue, qui ont néanmoins besoin d'équivalent, donc ils vont recréer un Scalea bis. Et effectivement, ce qu'a gagné Beta, c'est acheter une super équipe. C'est acheter une super équipe. La poutre n'a donc pas fini de bouger dans l'univers de l'intelligence artificielle mondiale. Oui, alors ça se passe quand même toujours outre-Atlantique pour l'instant. Malheureusement. Un petit peu quand même chez nous, heureusement, mais pas au même niveau. Je voulais qu'on fasse un point cyber aussi. Bon, on a vu la panne SFR qui a été quand même spectaculairement longue pour être abonné chez eux. Enfin, j'ai j'ai vraiment pas compris que ce soit aussi long de remettre le service en état de marche. Donc je me suis dit, on a quand même encore un problème, un sujet sur la résilience. Et ça tombe bien, on a un projet de loi Oui, sur absolument. la résilience. Un projet de loi Dorothée, on en est où résilience. ce projet de loi On attend là pour fin juin. Enfin là. Plutôt l'automne. Il va peut-être revenir à l'Assemblée nationale. Oui, il fait trop chaud cet été pour. C'est surtout c'est que le calendrier est chargé, donc pour l'instant, je crois qu'il n'est pas encore annoncé à la session extraordinaire de septembre. Donc non, on penche plutôt vers fin septembre, voire début octobre. C'est un projet de loi qui doit transposer 3 directives sur lesquelles, a priori, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat, mais il y a un agenda déjà politique chargé en France depuis un petit peu plus d'1 an. On avait déjà travaillé avec l'Assemblée nationale il y a un peu plus d'1 an. Il y a certes pas de débat, puisque ce sont plutôt des directives techniques, mais il y a des mesures de transposition qui quand même sont pas simples à envisager sur le terrain. On a quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont pas encore dedans, qui vont devoir l'appliquer. Qui ne sont pas complètement en fait. Vous pensez à Nice 2, par exemple ? Je pense à Nice 2, principalement Nice 2, c'est-à-dire que là, on va ouvrir le spectre, on imagine, à 15 000 entités, dont certaines n'ont jamais été dans le scope d'une quelconque réglementation cyber détaillée. Ouais. Et donc, ces gens-là, ces entités-là, ne sont pour certaines pas encore au fait qu'elles vont rentrer dans ces nouvelles obligations. Aujourd'hui, s'identifier en tant que tel, certes, on a annoncé 18 filières, mais nommément, les codes NAF, les codes NAS associés à ces entreprises ne sont pas connus. Les collectivités territoriales ont aussi beaucoup d'inquiétudes. Elles rentrent certes à partir de 30 000 habitants de collectivités de communes, les communes, les syndicats liés à l'eau, l'énergie et toutes les autres filières qui sont concernées. Donc il y a quand même beaucoup d'interrogations pour elles et surtout comment elles vont financer. Enfin, je pense que tout le monde a envie d'aller vers de la cyber-résilience. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, on voit bien que c'est le risque numéro 1. Pour toutes les entreprises, pour toutes les entités, on l'a bien vu, SFR est tombé, il y a des marques de luxe. Google est tombé d'ailleurs juste avant. C'est ça. Donc, ça arrive à tout le monde. Alors, SFR a vérifié en matière de cyberattaque ou pas, mais néanmoins, on voit bien que sur les aspects d'investissement, les gens ont très envie d'y aller, mais ils ont envie d'y aller accompagnés, ils ont envie d'être accompagnés humainement, il manque de ressources humaines. Il manque de financement, il manque de visibilité. On parle de 3 ans pour pouvoir se mettre en conformité, mais en fait, on s'y met pas 3 ans à 3 ans moins un jour. Il faut démarrer sur les choses qui peuvent être faites d'ores et déjà, s'identifier, faire de la sensibilisation auprès de ses équipes, les COMEX, puisque c'est prévu par la future directive, et puis mettre les premières actions qui sont faciles à mettre. Et puis après, il faudra s'attaquer à des chantiers un tout petit peu plus longs. Donc effectivement, ça va prendre du temps. Et quand on voit arriver des réglementations nouvelles comme ça, j'imagine la réaction, c'est de se dire, plus tard ça arrive, mieux c'est. En fait, c'est le seul cas où je suis pas d'accord avec ça, justement. Oui. La réglementation, je trouve qu'il faut laisser la place aux gens pour jouer. Ouais. La guerre, parce qu'on parle toujours de la même chose, c'est quand même un sujet majeur. Il faut se plier. C'est bien de faire le fou, de s'amuser dans son coin, mais si on crée une brèche qui permet de faire je ne sais quoi... C'est dommage. Nous, on est une petite start-up, donc on a envie de faire joujou. Mais dès que nos clients sont des boîtes du CAC 40, nous demandent de respecter un paquet. Parce qu'ils sont en avance sur évidemment le texte de loi, mais ils nous demandent de respecter plein de choses en cyber-résilience. Et puis plus on prend les devants, plus on est prêt à répondre justement à ses clients
Et la conformité, c'est quelque chose qu'il faut travailler le plus tôt possible. Ça devient même un avantage concurrentiel. Aujourd'hui, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de cyber-résilience pour nos territoires, c'est-à-dire plus les entités seront conformes à un certain niveau d'exigence en cyber-résilience, plus nous tous collectivement, en tant que nation, pays, citoyenneté, on sera résilients, on pourra tous redémarrer. Et puis à la fois, il y a aujourd'hui prendre sa gestion de risque classique et à la fois y rajouter ce risque numérique qui est un nouveau risque adapté à la modernisation de notre société. Et en fait, il faut quelque part le banaliser, c'est-à-dire il faut qu'il soit géré comme tous les autres risques que vous avez dans les entreprises. Et donc, ça suppose juste de le cartographier comme tous les autres et de le visualiser de façon annuelle et d'avoir des plans d'accompagnement de ce risque auprès de ses salariés. Et en fait, ça devient de la bonne gouvernance d'entreprise. Donc, ça devient à un moment donné un avantage compétitif. Ça devient aussi un signe que l'entreprise est bien gérée. Ça veut dire aussi qu'il faut mettre des budgets sur la cyber, mais ça veut dire qu'il faut aussi mettre des budgets sur des conseils juridiques. Oui, il faut en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut se mobiliser. On parle de guerre, on parle de résilience. Effectivement, il faut une mobilisation nationale pour faire en sorte que on puisse faire en sorte qu'on soit équipé le jour où il y a un problème. Mais je le dis en termes... Moi, je suis avocat, on est lié à une confidentialité très importante et qui est essentielle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on existe aussi. C'est notre privilège aussi, la confidentialité d'avocat. Quand je vois un certain nombre de cabinets, comment ils se comportent avec leurs adresses mail, etc., je ne suis pas persuadé, typiquement, que des personnes qui devraient être les bons élèves en matière de cybersécurité, de confidentialité, etc. Je ne pense pas qu'on soit les mieux équipés. Donc, je pense qu'on devrait se mobiliser chacun dans nos professions et peut-être, je ne sais pas, le barreau de Paris, le Conseil national des barreaux pourrait mettre à disposition un certain nombre d'avocats pour donner des consultations gratuites, faire des formations gratuites. Je sais pas, on peut tous se mobiliser là-dessus. Et on parlait effectivement de mobilisation nationale. Eh bien, ça peut être quelque chose qu'on peut proposer et pourquoi pas avoir cette initiative. Voilà, c'était l'initiative du jour. Super. Je n'ai aucune responsabilité, donc je ne sais pas où est-ce que ça ira, mais on pourra porter le sujet. Dorothée ? Oui, dans le même esprit, aujourd'hui, ce qu'il manque aujourd'hui à STEC, c'est une dimension de politique industrielle, et de protection des données. C'est-à-dire qu'on s'attache là à la sécurisation des systèmes d'information. Oui. On a assez peu, voire pas du tout, de notions autour de l'extraterritorialité et autour de la protection des données et de la façon dont on va les gérer demain. Donc ça manque aujourd'hui dans ce texte. C'était effectivement pas l'objet de la directive NIS 2. Néanmoins, le contexte a changé et il faut pouvoir aller trouver des solutions jusqu'au bout. Et là où c'est peut-être pas trop tard. On espère, on travaille dessus, en tout cas tous collectivement, et il va falloir accompagner effectivement des PME et dans les plans effectivement que pareil, l'écosystème se mobilise. Nous, par exemple, on a mis en place un autodiag gratuit accessible sur notre plateforme qui s'appelle Exadiag pour justement que les gens mettent un pied dans la cyber et commencent déjà à se poser un certain nombre de questions autour de leur sécurité numérique et puissent commencer à mettre des petits jalons parce qu'on travaille encore une fois sur du temps long. Mais là où je vous rejoins, on ne doit pas jouer avec la sécurité. On est réellement dans une guerre économique et sous couvert que ça se fait finalement sans champ de bataille réel, on pense qu'elle n'existe pas et en fait, c'est probablement l'un des terrains les plus actifs aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Dorothée Décroppe, déléguée générale d'Exatrust, Alain Staron, président d'Artifil et Louis Soris de Soris Avocat. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech, votre grand débrief de la tech. On se retrouve très vite. Excellente journée.